En remportant la finale d'Europa League à Dublin face aux géants invaincus de Bundesliga, les hommes de Gasperini ont fait ce que personne n'aurait pu les voir faire en début de saison, remporter un trophée. Outsider tout le long de la compétition, les joueurs de la DA auront déjoué tous les pronostics en ayant écarté des gros noms comme Marseille, Liverpool ou le Sporting qu'ils ont affronté 4 fois. Et le tout en y mettant la manière avec des performances sacrément impressionnantes. 4e en championnat, l'Atalanta s'est offert sa première réussite historique sur la scène européenne, une joie immense après avoir perdu contre la Juventus en finale de Copa une semaine avant, et surtout une consécration pour son coach qui voit enfin ses efforts et son excellent travail être récompensés. Cette victoire aurait donc pu être la consécration finale pour un entraîneur et un groupe qui aurait pu profiter de cette hype pour prendre la porte avec les louanges. Très souvent dans le football, c'est ce qui se passe chez ce genre de clubs qui connaissent une période glorieuse, mais dans le cas de l'Atalanta, c'est tout l'inverse qu'il s'est passé. Arrivé en 2016 dans un club du ventre mou de Serie A, Gianpiero Gasperini a rapidement su imposer sa patte tactique dans une équipe qui ne brillait pas vraiment. Avec sa structure en 3-4-3 pouvant devenir un 3-4-1-2 selon l'opposition, l'Italien a inculqué à son équipe son jeu qui se résume en un mot, attaquer. Que ce soit sans ballon où le bloc adverse est obligé de reculer, ou bien après une récupération lorsque les espaces sont libres, l'idée principale du jeu de Gasperini est d'attaquer l'adversaire. L'objectif en faisant cela est de forcer l'opposant à faire une erreur qui permettra à son équipe de récupérer dans une situation favorable. Dans cette optique, outre le schéma de base, les joueurs doivent tous savoir mettre en place un marquage individuel et s'y tenir durant 90 minutes. Agressivité dans les courses, intelligence dans le placement, grosse capacité à reproduire les courses à haute intensité, compréhension du système entre marquage individuel et de zone, attaque rapide pour profiter des errements défensifs adverses. Tout ça sont inculqués dans chacun des joueurs qui portent le maillot de la DA. Chaque joueur recruté ou formé est rapidement mis dans la sauce Gasperini et chacun se voit attribuer un rôle plus qu'une position. Contrairement à d'autres, l'Italien ne veut pas que ses joueurs occupent les zones dangereuses, mais il veut qu'ils les exploitent par des courses qui surprennent. Ce qu'un joueur comme Koop Meiners, par exemple, avait parfaitement compris et même symbolisé l'an dernier. Un jeu énergivore, impressionnant, qui mêle intelligence, sacrifice et effort. En tant qu'observateur de Ligue 1, t'as sûrement reconnu pas mal de préceptes aperçus lors du bref passage de tonton Igor Tudor à l'OM, souvent moqué, mais qui aura laissé une trace chez tous ceux sensibles à ses idées tactiques. Comme son compatriote croate, il connaît lui aussi les problèmes défensifs, les trous béants dans un secteur qui se doit d'être solide, mais c'est un parti pris assumé. Un risque calculé, limité par quelques consignes tactiques, mais aussi par un pressing tellement intense que l'adversaire n'a ni le temps de faire la passe parfaite, ni le contrôle parfait. Les deux ont donc des similitudes idéologiques, quelques différences tactiques, mais si l'aventure de Tudor en cité phocéenne est anecdotique, l'héritage de Gasperini à l'Atalanta est voué à devenir historique pour le club et pour son pays. En quelques mois à peine après son arrivée à Bergame, Gianpiero a transformé l'Atalanta en une machine impressionnante, capable de rivaliser avec les plus grands d'Italie, passé par Crotone, Genoa, l'Inter, Palerme ou la section formation de la Juventus. Son passage à l'Atalanta est celui qui permettra d'enfin mettre en lumière ses qualités, que ce soit dans l'aspect tactique, où il impressionne tous les observateurs, ou bien même dans sa gestion d'un groupe, souvent bouleversé par le mercato. Avec des moyens financiers plus limités que les géants italiens, il a réussi à aller chercher plusieurs podiums, plusieurs qualifications européennes, et dans le même temps, quelques finales de coupe nationale, malheureusement perdues. Il a porté de très nombreux joueurs à des sommets que peu auraient pu les voir atteindre. Sa qualité de formateur est notamment visible chez les quelques jeunes qu'il a transformés en grands joueurs, ou bien même en cas perdu, transformés en valeurs sûres, ce qui leur ont ouvert de nouvelles portes en Europe. Tactiquement, il a su forcer ses adversaires à s'adapter à lui, et si certains l'ont réussi, beaucoup s'y sont cassés les dents, avec notamment pas mal de gros scores enchaînés, permettant d'entrer, encore une fois, dans l'histoire. Des réussites statistiques et nationales qui, comme je l'ai dit, ont enfin été récompensées à un niveau européen, à un niveau supérieur, avec cette victoire en finale à Dublin. Ce sacre en Europa League était donc le premier trophée de l'Atalanta en Europe, le premier trophée important de l'Atalanta depuis 1962, si on ne tient pas compte des titres remportés en série B, mais surtout, c'était le premier titre de Gasperini en tant qu'entraîneur. Après 21 années sur les bancs d'Italie, l'ancien joueur de la Juventus a enfin rempli son armoire à trophées en tant que coach. Et c'est une consécration importante qui souligne son excellent travail au vu de l'environnement. Comme je l'ai dit précédemment, opérer avec un petit budget est difficile. Et si l'Italie a depuis réactivé son décret croissance pour aider économiquement, les contraintes et les restrictions restent importantes. Avec des revenus pas au top niveau national, le club a dû construire ses saisons pendant longtemps en contrôlant sa masse salariale, en évitant les grosses dépenses sur le marché et en soi, en ayant un train de vie à la hauteur de ce qui était possible. Une situation très particulière qui n'a pas effrayé Gasperini, qui au contraire en a profité pour exploiter toutes les solutions possibles afin de grandir en restant sain financièrement. La plus évidente
vente et la formation de jeunes promesses en interne. Le Centro Sportivo Bortolotti a vu l'avènement de nombreux jeunes joueurs sacrément intéressants comme Alessandro Bastoni, Andrea Conti, Amad Diallo ou plus récemment Giorgio Scalvini. Sous l'impulsion de Fervo Favini, l'Atalanta a développé une vraie culture de la formation de joueurs qui a permis à l'équipe première d'être toujours servie en joueurs de qualité, mais qui a aussi permis aux finances d'avoir un énorme coup de pouce. Être formé à Bergame, c'est un gage de qualité qui attire les autres équipes. Pendant longtemps, l'Atalanta a été reconnu comme étant l'un des meilleurs clubs formateurs du pays, et il est toujours d'ailleurs, et cet aspect a été renforcé par des investissements massifs dans le système en place. La mise en valeur de la jeunesse ne s'arrête pas à celle du club, puisque nombreux sont les jeunes joueurs d'autres environs qui arrivent en post-formation. Un joueur comme Kulusevski, qui n'a que trop rarement participé avec l'équipe A, aura tellement impressionné chez les jeunes qu'il sera rapidement observé et transféré à la Juventus pour un montant qui reste sacrément important pour un club avec des moyens aussi faibles. Cette stratégie en place est sacrément bien pensée, puisqu'elle repose sur une cellule de recrutement ultra performante chez les jeunes, un centre de formation de très haut niveau et surtout des idées claires sur la suite de leur carrière. Que ce soit en étant envoyé en prêt une année, en intégrant l'équipe professionnelle ou bien en partant avant même de s'être installé chez les pros, les parcours de ces jeunes talents sont connus à l'avance. Récemment, un nouveau passage a été construit avec la création d'une équipe U23 en série C, un effectif rempli de promesses découvrant le monde professionnel où tu peux y retrouver de sacrés talents comme Vlahovic qui joue au 3e échelon du niveau professionnel italien et qui y performe. La réussite est immense, puisque quand tu regardes l'équipe de l'Atalanta qui a gagné l'Europa, quand tu regardes l'équipe de Milan, champion d'Italie, quand tu regardes l'équipe de l'Inter, champion d'Italie, l'un des piliers de ces réussites est issu de cette idée fondamentale dans la stratégie économique et sportive du club. La cellule de recrutement a donc un travail important dans la recherche de jeunes joueurs prometteurs pour la post-formation. Mais pas seulement. Son travail pour la construction de l'équipe première est vital, puisqu'incapable de miser sur de gros transferts, le club a tourné sa construction de l'effectif autour de joueurs dont la valeur est faible, mais qui correspondent parfaitement aux idées tactiques. Martin Dorun est l'exemple parfait. Acheté à peine plus d'1 million à Erenvin, il s'est transformé en milieu imbougeable durant le début de l'ère Gasperini. Son abattage et son intelligence et ses performances lui ont même ouvert les portes de l'équipe nationale. Et s'il a été racheté après sa vente à Middlesbrough, il continue aujourd'hui encore à prouver qu'il était un investissement payant et une trouvaille exceptionnelle. Cette stratégie d'investissement minime pour rentabilité maximale n'est pas unique à l'Atalanta. Des clubs comme Brentford l'ont aussi mis en place et on récolte année après année des fruits. Les échecs sont soit envoyés en prêt, soit vendus rapidement, ce qui limite en soi les pertes économiques. C'est comme ça que le succès de l'Atalanta s'est construit, mais depuis la stratégie a évolué. Des investissements minimes à risque modéré, le club a un peu pivoté et a complété sa construction d'effectifs par un aspect où le football italien excelle, la relance de joueurs en difficulté. Entre quelques jeunes en post-formation, quelques coups mercato à faible coût, tu peux retrouver des Charles De Ketelaere, des Marco Pasalic, Meri Demiral ou même des Ademola Lookman qui viennent à l'Atalanta pour se relancer, pour retrouver leur football dans un groupe rempli de promesses. Je pense que le passé de formateur de Gasperini permet à l'entraîneur de comprendre comment relancer mentalement mais aussi sportivement ces joueurs qui ne sont pas si vieux que ça, dans un contexte où ils jouissent d'un temps de jeu et d'un statut particulier dans le vestiaire. Les réussites sont nombreuses et je trouve que c'est vraiment un aspect prononcé dans le football italien. La culture de la seconde chance y est plus accessible et l'Atalanta le prouve en ayant de nombreux échecs d'Europe, devenu des top joueurs dans son effectif. Dans le même temps, outre sa propre jeunesse, l'Atalanta continue son travail de chasseur de talent à travers son équipe professionnelle. C'est comme ça que des Ederson, Rasmus Højlund, Brandon Sopi, ou bien même plus anciennement des Romero, sont apparus dans l'effectif. Si la jeunesse prend déjà pas mal de place au niveau de la formation, l'effectif évolue tellement année après année qu'il a besoin de ce genre de profil pour continuer d'être performant. Les jeunes sont d'ailleurs plus facilement maniables, plus facilement adaptés à apprendre un nouveau style de jeu, mais surtout plus adeptes à encaisser les demandes physiques du jeu de la DA. Tu as évidemment des anciens qui apportent ce qu'il faut en termes d'expérience. On se rappelle lors de la fameuse LDC Covid que les Papou Gomez, Robin Gosens et autres avaient fait un mal fou à un PSG qui n'aura survécu que grâce au génie du Brésilien. Leur impact sportif est à noter, mais ce sera rarement eux qui permettront de remplir les caisses en cas de départ. Récemment, avec les réussites multiples, le budget a augmenté, ce qui a permis au club italien de miser plus cher sur ses transferts. La stratégie est sacrément risquée, l'effectif est en changement constant, et si l'effectif reste compétitif, c'est en grande partie grâce au travail immense de Gasperini, qui réussit à maximiser les efforts de la section formation pour préparer au mieux ses talents, et les trouvailles sur le marché de la cellule de recrutement sacrément performante. L'Atalanta est un club qui avance dans la même direction, qui a accepté sa condition de petit club et qui a multiplié les efforts pour grandir sans jamais se mettre en péril économiquement. Aujourd'hui, le club est plus grand que jamais, que ce soit en empilant les podiums de Serie A, dans un championnat qui reprend sa croissance, les finales de Copa dans des parcours prometteurs qui n'auront pas permis de toucher la coupe, des parcours en Ligue des Champions ou en Europa League qui mettent en lumière la gestion interne impressionnante, ou bien les grosses ventes qui auront permis de remplir les caisses et réinvestir intelligemment dans un modèle pensé pour une croissance optimale.
finale. Tout cela a permis à l'Atalanta de grandir, de gravir les échelons, de devenir un véritable candidat au podium, et si on aurait pu penser qu'un mur allait frapper cet été, au final, encore une fois, les pronostics ont été déjoués. Dans un monde normal, à Bergame, la victoire en finale d'Europa League aurait dû ressembler à un clap de fin pour le projet Gasperini. Lui avait une vraie proposition pour rejoindre Naples et permettre à l'ancien champion d'Italie de reprendre sa croissance. Koop Meiners avait une vraie sensibilité à l'intérêt de la Juventus. Lookman avait les yeux doux de certains au PSG. Ederson était sur pas mal de radars anglais dans Tottenham. Calvini, même blessé, aurait pu avoir une belle offre à son retour. Mais au final, de tous les départs attendus, seuls quelques-uns auront lieu. L'équipe déjà sacrément balèze sera renforcée en respectant les paramètres que j'ai cités précédemment, avec des Ben Godfrey, Charles de Ketelaere, Juan Corrado et Nicolo Zaniolo à relancer, des opportunités chez les jeunes avec Odilon Kossounou et Ibrahim Soulemana à faire grandir, et des investissements importants avec Brescianini en prêt avec option d'achat et Matteo Retegui. Un mercato permettant d'étoffer l'effectif et s'assurer d'avoir la quantité autant que la qualité. Gianpiero a confirmé son attachement en restant, il a donné une continuité au projet en prolongeant. Certains joueurs clés des années précédentes comme Ademola Lookman, Ballon d'Or africain, ont aussi continué leur aventure italienne, et quand on regarde les résultats pour ce début de saison, force est de constater que cette année pourrait être tout aussi folle. Premier de Serie A avec 37 points obtenus en 16 journées disputées, le club de Bergame est bien parti pour réaliser son meilleur classement de l'histoire. La concurrence est rude avec un Napoli à seulement 2 points, et l'ogre interiste avec un match de retard. Mais c'est un début de championnat déjà historique avec un record de victoires consécutives, une participation à la Supercoupe européenne et une phase de poule de Ligue des Champions pour l'instant maîtrisée. Avec le début de la Coupe et la Supercoupe d'Italie, les dernières rencontres de phase de poule et les matchs importants de championnat contre la Juventus et le Napoli, le mois de janvier sera crucial pour la saison de la DA. 7 matchs ultra importants qui définiront si ce début de saison ne restera que cela ou bien sera simplement la première pierre d'une saison historique. Bref, c'était une grosse vidéo sur un club dont on ne parle que trop rarement, et j'aurais dû le faire bien plus tôt, je m'en excuse. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, il y en aura une autre sur un joueur en particulier de cet effectif dont il faut parler. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos tout aussi intéressantes, je l'espère. Et restez connectés, il y a de nouvelles choses qui arrivent.